Seulement 5 personnes savaient que le scénario existait encore. 5 hommes réunis dans un bureau sans fenêtre du 16e arrondissement, 3 jours après les funérailles. Le producteur, son avocat, 2 représentants du ministère de la Culture et un ancien commissaire devenu consultant. Ils ont brûlé les dernières copies dans une cheminée, page après page, pendant que Paris pleurait son comique préféré. Selon certaines théories, ce film devait sortir à l'automne 1986. Il aurait montré les noms, les visages, les comptes bancaires. Mais aucune archive officielle ne confirme l'existence de ce projet. Mais Coluche est mort le 19 juin, et le projet est mort avec lui. Qui a donné l'ordre de fermer ce dossier ? Pourquoi ce pacte du silence entre des hommes qui, officiellement, ne se connaissaient même pas ? Et surtout, que contenait vraiment ce scénario pour qu'on efface jusqu'à sa dernière trace ? Ce matin de janvier 1986, Michel Colucci, le vrai nom derrière le masque de Coluche, arrive dans les bureaux de sa maison de production sur les Champs-Élysées. Il tient sous le bras un dossier rouge marqué simplement « Projet C ». Ses collaborateurs racontent qu'il était différent ce jour-là. Pas le Coluche des plateaux télé, celui qui crachait sur les costumes cravates et balançait des vannes assassines. Non, ce matin-là, il était sérieux, presque solennel. Il a posé le dossier sur la table de réunion et a dit « On va faire le film qui me tuera ou qui me rendra immortel ». Personne n'est ri. Le scénario racontait l'histoire d'un humoriste populaire qui découvre par hasard un réseau de corruption impliquant des élus de premier plan, des hommes d'affaires et des figures du milieu marseillais. Une fiction, officiellement. Mais les initiés savaient que Coluche inspirait de documents réels, de noms réels, de scandales réels, étouffés par les médias. Il avait passé des mois à collecter des preuves, des témoignages, des enregistrements. Son bureau ressemblait à celui du journaliste d'investigation, pas à celui d'une comique. Des chemises, des coupures de presse, des photos floues prises à la sauvette. Il voulait tout mettre dans ce film, tout déballer, faire rire et faire peur en même temps. Mais dès les premières semaines, les ennuis ont commencé. Des coups de téléphone anonymes au milieu de la nuit. Des menaces voilées lors de dîners mondains. Un producteur pressenti pour financer le projet s'est désisté du jour au lendemain, prétextant des difficultés budgétaires. Puis un deuxième, puis un troisième. Coluche sentait l'étau se resserrer. Il en parlait à ses proches. Ils veulent me faire taire, mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Il riait, mais son rire sonnait faux. Il avait peur. Pour la première fois de sa vie, le roi de l'insolence avait peur. En mars 1986, il trouve enfin un producteur indépendant prêt à prendre le risque. Le tournage est prévu pour début juillet. Coluche jubile. Il répète ses répliques, travaille son personnage, rencontre les comédiens pressentis. Il veut que ce film soit son chef-d'œuvre, sa revanche contre tous ceux qui l'ont traité de clown vulgaire. Il veut prouver qu'un type sorti de la banlieue parisienne peut tenir tête aux puissants, qu'on peut faire rire et réfléchir, qu'on peut dénoncer sans finir broyé. Mais le 13 juin 1986, 6 jours avant sa mort, le producteur l'appelle en urgence. Rendez-vous dans un café discret de Montparnasse. Coluche arrive en moto, comme toujours. Le producteur est livide. Il pose une enveloppe Kraft sur la table. À l'intérieur, des photos. Des photos du producteur lui-même, prises à son insu, en compagnie de personnes compromettantes. Des photos qui peuvent détruire sa carrière, sa famille, sa vie. Le message est clair. Le projet s'arrête ici, tout de suite, définitivement. Coluche explose. Vous êtes en train de me dire qu'on abandonne parce que des enfoirés vous font chanter ? Le producteur baisse les yeux. Je n'ai pas le choix, toi non plus. Coluche sort du café en claquant la porte. Il enfourche sa moto et disparaît dans la circulation parisienne. Ce soir-là, il confie à un ami « Ils ont gagné cette manche, mais je trouverai un autre moyen. Je ne lâcherai pas. » Il ne savait pas qu'il ne lui restait que 6 jours. 6 jours avant que sa Triomphe ne percute un camion sur une route de campagne. 6 jours avant que le scénario du projet C ne disparaisse de tous les bureaux, de tous les coffres, de toutes les mémoires, comme s'il n'avait jamais existé. Qui a donné l'ordre ? Qui avait intérêt à ce silence ? Et surtout, ce scénario existe-t-il encore quelque part, caché, attendant d'être découvert ? Certains proches racontent que Coluche était superstitieux. Selon eux, profondément, secrètement superstitieux.
L'homme qui se moquait des curés et des politiciens portait toujours sur lui une médaille de Saint-Christophe, patron des voyageurs. Un cadeau de sa mère quand il avait 16 ans, au moment de son premier départ pour Paris. Il ne l'enlevait jamais, jamais. Même sous la douche, même sur scène, même au lit. Ses proches en témoignent. Si la chaîne cassait, il paniquait comme un enfant. Il fallait la faire réparer dans l'heure. Cette médaille était son lien avec la vie, son bouclier invisible contre le mauvais œil. Le matin du 19 juin 1986, Coluche se réveille dans sa maison de Montfort-l'Amaury. Il cherche la médaille autour de son cou. Elle n'y est pas. Seul dans sa maison, il fouille frénétiquement la salle de bain. Il retourne la chambre, vide les tiroirs, secoue les draps. Rien. Il cherche partout, comme un homme possédé. La médaille a disparu. Il annule son rendez-vous du matin. Il passe des coups de fil, interroge ses amis. « Vous n'avez pas vu ma médaille ?» Personne ne comprend pourquoi il est dans cet état. C'est Coluche, le mec qui se fout de tout, qui crache sur les conventions, qui défie les tabous. Et là, il est en train de trembler pour un bout de métal. Mais ceux qui le connaissent vraiment savent que sous l'armure du provocateur se cache un homme fragile, rongé par les doutes, hanté par les prémonitions. Selon des rumeurs jamais confirmées, il aurait consulté une voyante dans le Marais, une femme âgée, discrète, qui ne recevait que sur rendez-vous. Il y allait en cachette, parfois déguisé, toujours en espèces. Cette voyante lui avait dit, 3 mois plus tôt, « Je vois un mur qui se dresse devant toi. Si tu forces, tu te fracasses. Si tu contournes, tu vis. » Coluche avait ri. « Un mur ? Moi, je défonce les murs, madame. » Elle avait insisté. « Pas celui-là. Celui-là est en béton armé. Et derrière, il y a des hommes qui ne rigolent pas. » Il avait payé et était parti sans un mot. Mais les semaines suivantes, il était retourné la voir. Encore et encore. Comme s'il cherchait à comprendre, à anticiper, à déjouer le destin. La dernière fois qu'il l'a consultée, c'était le 10 juin 1986, 9 jours avant sa mort. Elle a refusé de lui tirer les cartes. Elle a juste dit « Arrête ce projet, arrête-le maintenant ». Il a crié « Je ne peux pas, c'est trop important ». Elle a murmuré « Alors protège-toi, ne sors pas seul, ne prends pas ta moto, ne fais confiance à personne ». Il est reparti furieux. Il pensait qu'elle exagérait, qu'elle jouait sur ses peurs pour le manipuler. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait « Et si elle avait raison ?» Le 19 juin, après avoir cherché la médaille toute la matinée, Coluche décide quand même de sortir. Malgré son malaise, il décide de partir quand même. Il a rendez-vous avec des amis à Cannes. Il enfourche sa triomphe, mais ce jour-là, il ne se sent pas invincible. Il se sent nu, vulnérable, comme si on lui avait arraché sa peau. Sur la route, Coluche roule vite, trop vite, comme s'il fuyait quelque chose, ou comme s'il courait vers quelque chose. Des témoins racontent qu'il semblait absent, le regard fixe. Un automobiliste qui l'a croisé ce jour-là confie « Il avait l'air d'un homme qui ne voyait plus la route, qui voyait autre chose. Quelque chose que nous, on ne pouvait pas voir. » À 15h15, dans un virage sur la départementale, sa moto percute un camion. Coluche est éjecté. Il meurt sur le coup. Quand la police fouille ses affaires, dans la poche de sa veste, il trouve un papier froissé, une note manuscrite de la voyante du Marais. Juste une phrase. « Le métal qui te protège a rompu. Le métal qui te tue approche. » Les enquêteurs classent ça comme une curiosité, une bizarrerie de plus dans la vie excentrique du comique. Mais ceux qui savent, ceux qui ont entendu parler de la médaille disparue le matin même, ceux qui connaissaient ses peurs secrètes, eux, ils frissonnent. Et ils se demandent, Coluche a-t-il vraiment eu un accident ? Ou a-t-il été victime d'un destin qu'il avait lui-même pressenti ? Et cette médaille, où est-elle passée ? Qui l'a prise ? Pourquoi ce jour-là, précisément ce jour-là ? Pendant 38 ans, elle s'est-tue. 38 longues années à porter un secret qui lui brûlait la gorge. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis la mort de Coluche, une femme, appelons-la Sylvie, accepte de parler. Elle affirme avoir été sa secrétaire personnelle de 1983 à 1986. Elle était là, dans l'ombre, à gérer son agenda démentiel,
à filtrer ses appels, à taper ses textes. Elle connaissait tout. Les maîtresses, les combines, les embrouilles, les peurs. Et surtout, elle connaissait le projet C. Nous la rencontrons dans un petit appartement de Belleville. Elle a 75 ans aujourd'hui, les mains tremblantes, le regard fuyant. Elle commence par dire « J'ai peur. Encore aujourd'hui, j'ai peur. Mais je ne peux plus me taire. Il faut que les gens sachent, que la France sache ce qu'on a fait à Coluche. » Elle sort une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, des lettres, des notes, des coupures de presse jaunies et un document dactylographié, 15 pages. Le titre, Projet C, synopsis détaillé. Elle raconte. Le 13 juin, le jour où le producteur a lâché le projet, Coluche est revenu au bureau comme un fou. Il a tout cassé. La lampe, les cadres, les chaises. Il hurlait. « Ils m'ont tué les enfoirés, ils m'ont tué !» Puis il s'est effondré sur le canapé et il a pleuré. Coluche pleurait. J'avais jamais vu ça. Il m'a demandé de faire des copies du scénario et de les cacher. Partout. Chez des amis, chez des avocats, dans des coffres. Il disait « Si quelque chose m'arrive, il faut que ça sorte quand même. Il faut que la vérité sorte. » Sylvie a donc fait des copies. 7 copies, exactement. Elle les a distribuées selon les instructions de Coluche. Mais après sa mort, quelque chose d'étrange s'est produit. En moins de 2 semaines, toutes les copies ont disparu. L'avocat prétend qu'il a reçu l'ordre de la famille de détruire le document. Un ami comédien affirme qu'on a cambriolé son appartement. On n'a pris que ça, le scénario. Une autre copie était dans un coffre à la banque. Le coffre a été ouvert par un faux mandat, signé par un faux notaire. Quelqu'un cherchait à effacer toute trace. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un de méthodique. Sylvie, elle, a gardé sa copie. Elle l'a cachée dans le double fond d'une armoire. Elle ne l'a jamais relue. Elle n'a jamais osé. Pendant des années, elle a vécu dans la terreur qu'on découvre qu'elle l'avait encore. Elle a déménagé 5 fois, changé de numéro, évité les journalistes. Quand les rumeurs sur la mort de Coluche ont commencé à circuler, complot, meurtre déguisé, assassinat politique, elle a eu envie de parler. Mais à chaque fois, la peur la paralysait. Elle se souvenait de ce qui était arrivé aux autres. Le producteur, ruiné et exilé en Suisse. L'avocat, radié du barreau pour une faute inventée de toutes pièces. Le comédien, mort d'une crise cardiaque à 45 ans. Nous lui demandons « Pourquoi parler maintenant ?» Elle répond « Parce que je vais mourir bientôt. Les médecins me donnent 6 mois. Et je ne veux pas emporter ça dans ma tombe. Coluche mérite la vérité. La France mérite la vérité. » Elle nous tend le scénario. Les pages sont fragiles, presque translucides. L'encre a pâli, mais les mots sont encore lisibles. Et ces mots sont explosifs. Le synopsis raconte l'histoire d'un comique populaire, transparente référence à Coluche lui-même, qui découvre un réseau de blanchiment d'argent impliquant des ministres, des maires de grandes villes et des figures du banditisme corse. Le personnage principal reçoit par erreur une enveloppe contenant des relevés bancaires. Il commence à enquêter. Il remonte les pistes. Il découvre que la large de la drogue, des casinos illégaux et des marchés publics truqués financent les campagnes électorales de candidats officiels. Il veut tout révéler, mais on le menace. On fait pression sur sa famille. On le suit. On l'écoute. Finalement, le film devait se terminer par un discours du comique à la télévision, en direct, où il balance tout, les noms, les preuves, tout. Sylvie murmure. C'était un film kamikaze. Coluche savait qu'il ne s'en sortirait pas, mais il s'en foutait. Il voulait marquer l'histoire. Il voulait montrer qu'un fils de pauvre pouvait faire tomber des puissants. Elle hésite, puis ajoute. 2 jours avant sa mort, il m'a dit « Sylvie, si je crève demain, tu sauras que c'est pas un accident. Tu le sauras, et tu devras parler. » Je lui ai demandé « Pourquoi tu dis ça ?» Il a ri, mais c'était un rire triste. Parce que j'ai touché à quelque chose de trop gros, quelque chose qui me dépasse. Mais je suis allé trop loin pour reculer. Le lendemain, il est mort. Officiellement, un accident, une faute de conduite, vitesse excessive, perte de contrôle. Rien de suspect. Mais Sylvie, elle,
ne croit pas à l'accident. Elle nous montre une lettre anonyme qu'elle a reçue 3 semaines après les funérailles. Pas de signature, juste une phrase dactylographiée. « Si vous aimez la vie, oubliez ce que vous savez ». Elle a obéi pendant 38 ans. Mais aujourd'hui, elle brise le silence. Parce que le temps a passé. Parce que les coupables présumés sont morts ou très vieux. Parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle nous regarde droit dans les yeux. « Vous allez diffuser ça? Vous n'avez pas peur ?» Nous lui répondons. « Nous sommes journalistes. Notre métier, c'est de dire la vérité. » Elle soupire. « Alors faites attention. Très attention. Ceux qui ont tué Coluche n'étaient pas des amateurs. Et leurs héritiers sont peut-être encore là, quelque part, à veiller sur leurs secrets. » Nous quittons l'appartement avec le scénario sous le bras. Un scénario qui n'aurait jamais dû survivre. Un scénario qui pourrait enfin révéler pourquoi Michel Colucci, dit Coluche, est vraiment mort ce 19 juin 1986. Était-ce vraiment un accident? Ou le prix à payer pour avoir voulu dire la vérité? Selon certaines estimations jamais confirmées officiellement, Coluche aurait pu posséder au moins 15 millions de francs en 1986. Une fortune colossale pour l'époque, l'équivalent du salaire de 300 ouvriers pendant 10 ans. Il avait des placements, des parts dans les restaurants, une maison à Montfort-l'Amaury, un appartement à Paris, une collection de motos de luxe. Ses spectacles remplissaient les salles, ses films rapportaient des millions. Ses restos du cœur recevaient des dons astronomiques dont il contrôlait une partie de la gestion. Sur le papier, Michel Colucci était riche, très riche. Pourtant, 3 mois après sa mort, quand sa veuve et ses enfants se sont présentés chez le notaire pour la lecture du testament, ils ont découvert une réalité stupéfiante. Les comptes bancaires étaient presque vides, quelques dizaines de milliers de francs à peine. Les placements évaporés, les parts dans les restaurants revendues à prix cassé quelques semaines avant sa mort à des hommes d'affaires inconnus. La maison de Montfort hypothéquée jusqu'au toit. Il ne restait que les meubles, les souvenirs et une montagne de dettes. La famille était sous le choc. Comment un homme qui gagnait des millions pouvait-il mourir quasiment ruiné? Où était passé l'argent? Le notaire, visiblement mal à l'aise, a tenté des explications vagues. Monsieur Colucci vivait largement, il donnait beaucoup, il investissait mal. Mais ces justifications ne tenaient pas. Même en vivant comme un pacha et en finançant les restos du cœur, il aurait dû rester plusieurs millions. Quelqu'un avait vidé les coffres, quelqu'un qui savait exactement où chercher. Un ancien comptable de Coluche, qui accepte de témoigner sous couvert d'anonymat, révèle des détails troublants. Selon lui, entre janvier et juin 1986, des virements massifs ont été effectués depuis les comptes personnels de Coluche vers des sociétés offshore basées au Luxembourg et aux îles Caïmans. Des virements de plusieurs centaines de milliers de francs, signés de la main de Coluche, certes, mais dans des circonstances étranges. Le comptable précise « Je n'étais pas au courant. J'ai découvert ces opérations en faisant le bilan posthume. Quand j'ai demandé des explications à son gestionnaire de patrimoine, on m'a répondu de me mêler de mes affaires. 1 semaine plus tard, on m'a licencié, sans préavis, sans indemnité. Mais le plus troublant reste à venir. Parmi les documents bancaires retrouvés, il y a un reçu daté du 12 juin 1986, 7 jours avant sa mort. Coluche aurait retiré en liquide la somme de 2 millions de francs. 2 millions. Une fortune en billets, retirée d'un coup. Pourquoi faire? Payer qui? Le reçu porte le tampon d'une agence bancaire de Genève. Coluche s'est donc rendu en Suisse 1 semaine avant sa mort, avec une valise pleine d'argent. Personne dans son entourage ne se souvient de ce voyage. Aucun ami, aucun collaborateur. Comme si ce déplacement n'avait jamais eu lieu. Certains avancent l'hypothèse du chantage. Selon cette théorie, Coluche aurait été contraint de payer pour protéger le projet C, ou pour protéger sa famille. Les menaces se multipliaient. Le producteur avait lâché l'affaire. Peut-être que Coluche a tenté un dernier coup, acheté le silence de certains, négocié un sursis, gagné du temps. 2 millions de francs. C'est le prix d'une vie dans le milieu du grand banditisme. C'est aussi le prix pour faire disparaître un dossier compromettant. Mais l'argent n'a servi à rien. 1 semaine plus tard, il était mort. Et cet argent, où est-il passé? Les enquêteurs n'ont jamais retrouvé les 2 millions. Ils ne figurent ni dans la succession, ni dans aucun coffre. Quelqu'un les a empochés.
quelqu'un qui savait que Coluche ne reviendrait pas les réclamer. La veuve, désespérée, a engagé un détective privé. Il a enquêté pendant 6 mois. Ses conclusions sont accablantes. L'argent a été blanchi via un réseau de casinos en Italie et en Espagne. Impossible de remonter la piste au-delà. Celui ou ceux qui ont organisé ça sont des professionnels. Les enfants de Coluche ont grandi dans une relative précarité. Le mythe voulait que leur père soit richissime, mais la réalité était tout autre. Ils ont dû vendre la maison, liquider les biens, vivre des droits d'auteur. Pendant des années, ils se sont demandé « Pourquoi papa est-il mort pauvre alors qu'il était riche ? Pourquoi personne ne nous explique rien ? Qui a volé notre héritage ?» Aujourd'hui encore, l'énigme demeure. 15 millions évaporés, 2 millions retirés et jamais retrouvés. Des virements suspects vers des paradis fiscaux. Et un homme mort avant d'avoir pu expliquer. Coluche a-t-il été dépouillé de son vivant par des escrocs profitant de sa naïveté ? Ou a-t-il lui-même organisé ce transfert d'argent pour financer une ultime tentative de révélation ? Une tentative qui a échoué. Et surtout, qui détient aujourd'hui la fortune disparue de l'homme qui donnait à manger aux pauvres ? Dans le coffre d'un avocat parisien désormais décédé, selon certaines sources invérifiables, un document aurait été retrouvé en 2018, un contrat qui aurait été signé le 15 septembre 1978 entre Michel Colucci, dit Coluche, et un certain Paul Lederman, producteur influent, proche des milieux politiques et des réseaux corses de la capitale. Ce contrat de représentation exclusive liait Coluche pour une durée de 20 ans. 20 ans, une éternité dans le monde du spectacle. Ce contrat, dont l'existence reste contestée, aurait comporté 15 pages rédigées dans un jargon juridique opaque, truffé de clauses ambiguës. Mais certaines dispositions sont d'une clarté brutale. Clause 7. L'artiste s'engage à ne produire aucun spectacle, film ou enregistrement sans l'accord écrit préalable du producteur. Clause 11. L'artiste cède 75% de ses revenus bruts au producteur pour la durée du contrat. Clause 17. En cas de rupture unilatérale du contrat par l'artiste, celui-ci devra verser une indemnité compensatoire de 10 millions de francs, payable immédiatement. 75%. Coluche travaillait donc pour que les 3/4 de ses gains aillent dans la poche de Lederman. Et s'il voulait partir, il devait payer 10 millions, une somme qu'il ne possédait sans doute même pas à l'époque. C'était un contrat de servitude déguisé en partenariat commercial. Coluche était piégé, enchaîné à cet homme par des clauses de fer. Mais ce n'est pas tout. La clause 23 est encore plus inquiétante. L'artiste s'engage à ne faire aucune déclaration publique de nature politique ou polémique sans validation préalable du producteur. En clair, Lederman contrôlait non seulement l'argent de Coluche, mais aussi sa parole. Ses textes, ses sketchs, ses interventions médiatiques, tout devait passer par le filtre du producteur. Or, Coluche bâtissait justement sa carrière sur l'insolence, la provocation, la liberté de ton. Comment pouvait-il accepter une telle soumission ? Des proches se souviennent que Coluche évoquait parfois ce contrat avec amertume. Il disait « J'ai signé ça quand j'étais jeune et con. Je croyais que Paul allait me rendre riche. En vérité, il m'est mis en cage. » Un ami comédien raconte une scène violente dans les loges de l'Olympia en 1982. Coluche voulait faire un sketch sur la corruption dans les milieux politiques. Lederman a débarqué, furieux. « Tu ne feras pas ce sketch. Tu m'entends ? Jamais. » Coluche a hurlé. « C'est mon spectacle, ma scène. » Lederman a sorti le contrat de sa mallette, l'a agité sous son nez. C'est écrit là, clause 23, tu n'as pas le choix. Coluche a dû s'exécuter. Le sketch n'a jamais été joué. Mais en 1986, Coluche n'épouvait plus. Il voulait rompre, il voulait retrouver sa liberté, faire ses propres choix, dire ce qu'il avait à dire sans demander la permission. Surtout, il voulait produire le projet C sans que Lederman puisse y mettre son nez. Parce qu'il savait que si Lederman apprenait l'existence de ce film, il le bloquerait immédiatement. Trop dangereux, trop explosif, trop risqué pour les réseaux que Lederman fréquentait. Selon des rumeurs jamais démenties, Coluche a rencontré Lederman début juin 1986 pour négocier une sortie du contrat. La rencontre a eu lieu dans un restaurant privé du 16e arrondissement. Pas de témoins.
juste les deux hommes face à face. Coluche serait venu avec une proposition, racheter son contrat pour 5 millions de francs. Lederman aurait ri. 5 millions? Tu me dois bien plus que ça. 10 millions, comme stipulé. Et encore, c'est si je suis de bonne humeur. Coluche n'avait pas 10 millions. Il avait des biens, des revenus futurs, mais pas cette somme en liquide. Il était coincé, prisonnier d'un papier signé 8 ans plus tôt, dans un moment de naïveté et d'ambition aveugle. Lederman le tenait, et il le savait. Selon certaines sources, il aurait même ajouté « De toute façon, Michel, tu ne partiras pas. Tu es trop précieux. Tu rapportes trop. Et si tu essaies de partir quand même, je te détruis. J'ai des dossiers sur toi, des photos, des enregistrements. Tu comprends ?» Coluche est sorti de ce restaurant le visage fermé. Il a dit à un ami ce soir-là « Je suis en prison. Une prison dorée, mais une prison quand même. Cet enfoiré me tient par les couilles. Et il ne me lâchera jamais, sauf si… » L'ami a demandé « Sauf si quoi ?» Coluche n'a pas répondu. Il a juste souri tristement et il est parti sur sa moto. 2 semaines plus tard, il était mort. Le contrat a été dissous automatiquement. Lederman a récupéré une partie des droits posthumes pendant encore 12 ans, conformément à certaines clauses obscures du document. Il est devenu encore plus riche grâce à la légende Coluche. Pendant que la famille se débattait avec les dettes, lui empochait des fortunes sur les compilations, les rééditions, les produits dérivés. Lederman serait décédé en 2003, selon certaines sources. Il n'a jamais parlé publiquement de ce contrat, jamais donné d'interview sur sa relation avec Coluche. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Mais ce document retrouvé en 2018 révèle une vérité terrible. Coluche n'était pas l'homme libre que le public imaginait. Il était enchaîné, contrôlé, exploité. Et quand il a voulu briser ses chaînes pour dire la vérité sur la corruption, quelqu'un, peut-être Lederman lui-même, peut-être d'autres, a décidé qu'il était temps de le faire taire définitivement. Ce contrat était-il la raison cachée de sa mort? Lederman avait-il intérêt à ce que Coluche disparaisse avant de pouvoir se libérer et tout révéler? Et combien d'autres artistes ont été pris au piège de ce genre de contrat léonin, esclave moderne du show business? Il y a un nom que personne ne veut prononcer. Un nom effacé des biographies officielles. Un nom que les proches de Coluche murmurent encore avec dégoût et colère. Appelons-le simplement Bertrand. Bertrand était son ami d'enfance. Ils se connaissaient depuis l'âge de 14 ans. Ensemble, ils avaient traîné dans les rues de Montrouge, fumé leurs premières cigarettes, rêvé de gloire et de fortune. Quand Coluche a commencé à percer, il a emmené Bertrand avec lui. Il lui a trouvé du travail comme régisseur, puis comme assistant personnel. Bertrand vivait dans l'ombre de la star. Il gérait les coulisses, organisait les déplacements, filtrait les visiteurs. Tout le monde pensait qu'ils étaient inséparables, frères de cœur, complices pour la vie. Mais en 1986, quelque chose s'est fissuré. Coluche s'est mis à se méfier de Bertrand. Il lui confiait de moins en moins de choses. Il évitait de parler devant lui. Un soir, il a dit à un autre ami « Je crois que Bertrand me trahit. Mais je n'ai pas de preuves. Juste un pressentiment. » L'ami a ri. « Bertrand? Impossible. C'est ton frère. » Coluche a secoué la tête. Justement, c'est toujours le frère qui plante le couteau dans le dos. Selon une version jamais confirmée, 3 jours avant sa mort, Coluche aurait découvert la vérité. Une enveloppe anonyme aurait été glissée sous sa porte. À l'intérieur, des relevés téléphoniques. Les appels passés depuis son bureau privé. Et là, noir sur blanc, la preuve que Bertrand appelait régulièrement un numéro, celui d'un journaliste People connu pour ses révélations fracassantes. Bertrand vendait des informations, les secrets de Coluche, ses frasques, ses projets, ses peurs, tout, pour quelques milliers de francs à chaque fois. Mais ce n'était pas tout. Parmi les relevés, un autre numéro revenait souvent, un numéro que Coluche a fait vérifier par un ami policier. Ce numéro appartenait à un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des hommes politiques. Le même cabinet qui représentait plusieurs personnalités citées dans le projet C. Bertrand ne vendait pas seulement des potins, il renseignait l'ennemi. Il transmettait des informations sur l'avancée du film, sur les sources de Coluche, sur ses plans. Il était une taupe, un traître.
Certains racontent que Coluche aurait confronté Bertrand le 16 juin au soir dans un bar de Montparnasse. Mais ce témoignage n'a jamais été vérifié. Selon un serveur qui a assisté à la scène de loin, Coluche a posé les relevés sur la table sans un mot. Bertrand est devenu blanc. Il a tenté de nier, de se justifier. Coluche l'a coupé. « Combien tu as touché pour me vendre ?» Bertrand a baissé les yeux. Il a murmuré quelque chose d'inaudible. Coluche a explosé. 30 ans d'amitié. 30 ans. Et tu me poignardes pour du fric. Ils t'ont payé combien? 3 000 francs? 5 000? Bertrand a fini par avouer. Selon des témoignages indirects, il aurait touché au total environ 15 000 francs sur 6 mois. Une misère, le prix d'une trahison dérisoire. Mais ce n'était pas seulement l'appât du gain. Bertrand était jaloux. Jaloux de la gloire de Coluche. Jaloux de son succès. Jaloux de n'être qu'un employé dans l'ombre pendant que son ami d'enfance brillait sous les projecteurs. Et quand les hommes du cabinet l'ont approché avec leurs propositions, quelques billets contre quelques infos, il a dit oui, par rancœur, par envie, par petitesse. Coluche l'a chassé ce soir-là. Il lui a dit « Ne remets plus jamais les pieds chez moi. Si je te recroise, je te tue. » Bertrand est parti en pleurant. 3 jours plus tard, Coluche était mort. Et Bertrand a disparu, littéralement. Il a quitté Paris, changé de région, coupé les ponts avec tous les anciens amis. Personne ne sait où il est passé. Certains disent qu'il vit désormais dans le sud, sous un autre nom. D'autres prétendent qu'il a été éliminé lui aussi, témoin gênant d'un complot qu'il ne contrôlait plus. Mais une question hante ceux qui connaissent cette histoire. Bertrand s'est-il contenté de vendre des informations? Ou a-t-il joué un rôle plus actif dans la mort de Coluche? A-t-il transmis son emploi du temps précis ce 19 juin? A-t-il indiqué qu'il serait seul sur la route, sans garde du corps, sans témoin? Le serveur du bar de Montparnasse se souvient d'un détail troublant. Quand Bertrand est sorti, il a passé un coup de fil depuis une cabine téléphonique. Il parlait bas, nerveusement. Il a raccroché, puis il est parti en courant. Comme s'il fuyait, ou comme s'il allait prévenir quelqu'un. L'enquête officielle n'a jamais interrogé Bertrand. Son nom n'apparaît dans aucun rapport. C'est comme s'il n'avait jamais existé, effacé, protégé peut-être, ou complice jusqu'au bout. La famille de Coluche refuse de parler de lui. Trop de honte, trop de douleur. Mais certains amis n'ont jamais oublié. Et ils murmurent encore. Si quelqu'un sait ce qui s'est vraiment passé ce 19 juin, c'est lui. Si quelqu'un peut dire si c'était un accident ou un meurtre, c'est Bertrand. Mais il se tait. Et son silence est peut-être l'aveu le plus accablant. Pourquoi Bertrand a-t-il trahi l'homme qui l'avait sorti de la misère? Pourquoi a-t-il disparu juste après sa mort? Et surtout, que sait-il vraiment sur les dernières heures de Coluche? Les spectateurs qui remplissaient la salle Pleyel en mai 1986 ne pouvaient pas deviner que l'homme qui les faisait rire cachait un secret médical explosif. Selon des rumeurs jamais confirmées, une civière aurait été installée en permanence dans sa loge. Une civière d'hôpital, avec des sangles de contention et une bouteille d'oxygène. Le régisseur devait vérifier sa présence avant chaque représentation. Mais la consigne était formelle. Personne ne devait en parler, pas même à sa famille. Pourquoi un comique au sommet de sa gloire avait-il besoin d'un équipement de réanimation dans les coulisses? Selon une rumeur jamais confirmée, un médecin aurait examiné Coluche en mars 1986, après un malaise violent survenu juste avant un spectacle. Le diagnostic aurait été sans appel. Hypertension sévère, trouble du rythme cardiaque, début de fibrose hépatique. Des pathologies graves pour un homme de 41 ans. Mais d'après cette version, le médecin se souviendrait surtout de la réaction de Coluche quand il lui aurait conseillé d'arrêter immédiatement toute activité professionnelle pendant au moins 6 mois. Le comique aurait ri. « 6 mois? Vous êtes fou? J'ai des contrats, des engagements, des millions de gens qui m'attendent. Je me reposerai quand je serai mort. » Le médecin aurait insisté. « Justement, si vous continuez comme ça, vous serez mort avant l'été. » Coluche l'aurait fixé avec un regard étrange, presque serein. Peut-être que c'est prévu comme ça. Peut-être que je n'ai pas le choix. Le docteur serait sorti de la loge bouleversé. Il aurait confié plus tard à un collègue « Cet homme savait qu'il allait mourir. Il le savait. Et il avait accepté. » Ou pire encore,
On l'avait convaincu qu'il devait accepter. Mais d'où venaient ces problèmes de santé chez un homme relativement jeune? Les rumeurs ont longtemps circulé sur une possible consommation excessive d'alcool et de substances illicites. Coluche ne s'en cachait pas vraiment. Il buvait, il fumait, il vivait vite. Mais selon plusieurs témoins proches, il avait considérablement ralenti depuis 1984. Il avait même arrêté complètement l'alcool pendant plusieurs mois après la naissance de son dernier enfant. Alors pourquoi son foie montrait-il des signes de dégradation avancée? Certains affirment qu'une infirmière aurait vu Coluche venir en urgence un soir de février 1986 dans une clinique privée. Il souffrait de violentes douleurs abdominales et vomissait du sang. Les analyses auraient révélé des traces de substances toxiques dans son organisme. Pas de drogue récréative classique, quelque chose d'autre, quelque chose de chimique. Le médecin de garde aurait parlé d'empoisonnement lent, mais Coluche aurait refusé tout traitement prolongé. Il aurait signé une décharge et serait reparti dans la nuit. L'infirmière ajouterait « Il m'a dit en partant, si vous parlez de ça à qui que ce soit, vous le regretterez. » Mais ce n'était pas une menace. C'était un avertissement, comme s'il voulait me protéger. Empoisonnement lent. Les mots résonnent avec une intensité terrible. Et si quelqu'un avait méthodiquement détruit la santé de Coluche dans les mois précédant sa mort? Et si les substances toxiques avaient été introduites progressivement dans son alimentation, ses boissons, ses médicaments? Il existe des poisons indétectables qui miment les symptômes de l'alcoolisme ou de la cirrhose. Des produits utilisés par les services secrets pendant la guerre froide. Des substances qui ne laissent aucune trace après quelques semaines. Coluche aurait-il été victime d'une tentative d'assassinat chimique qui aurait échoué, le forçant ses ennemis à passer à un plan B plus brutal? Un autre élément trouble vient s'ajouter au dossier médical. D'après des rumeurs invérifiables, Coluche aurait acheté régulièrement des doses massives d'antidouleurs et d'anxiolytiques dans une pharmacie près de Montfort-l'Amaury. Des quantités anormales pour une personne seule. Le pharmacien se souviendrait. Il venait parfois 2 fois par semaine. Toujours les mêmes produits. Je lui ai demandé une fois s'il avait une ordonnance récente. Il m'a montré un papier froissé, signé par un médecin que je ne connaissais pas. J'ai eu des doutes. Mais c'était Coluche. On ne refuse rien à Coluche. Ses médicaments auraient dû le soulager, mais au contraire, son état empirait. Il maigrissait à vue d'œil. Ses mains tremblaient. Il transpirait abondamment, même en hiver. Lors de son dernier passage télé, en juin 1986, des téléspectateurs attentifs ont remarqué qu'il portait un maquillage épais pour masquer son teint cireux. Ses yeux étaient cernés, son sourire crispé. L'homme qui faisait rire la France entière semblait rongé de l'intérieur, physiquement et psychologiquement, car au-delà du corps malade, il y avait l'esprit qui vacillait. Coluche dormait de moins en moins. Il racontait à ses proches qu'il faisait des cauchemars récurrents. Toujours le même. Il était poursuivi dans un couloir sans fin par des silhouettes sans visage. Il courait, mais ses jambes refusaient d'avancer. Il ouvrait la bouche pour crier, mais aucun son ne sortait. Et quand les silhouettes le rattrapaient, il se réveillait en sueur, le cœur battant à 100 à l'heure. Un ami lui a suggéré de consulter un psychiatre. Coluche a refusé net. « Les psys, c'est pour les fous. Je ne suis pas fou. Je suis juste fatigué. Tellement fatigué. » Mais était-ce vraiment de la fatigue? Ou les premiers symptômes d'un effondrement nerveux programmé? Car Coluche n'était pas seulement malade dans son corps, il était traqué dans son âme. L'affaire du projet C l'avait plongé dans une paranoïa grandissante. Il ne faisait plus confiance à personne. Il changeait régulièrement de numéro de téléphone. Il refusait de manger dans des restaurants qu'il ne connaissait pas. Il inspectait sa voiture avant chaque trajet, à la recherche de dispositifs suspects. Ses amis le voyaient sombrer, mais ne savaient pas comment l'aider. Comment sauver un homme qui refuse d'être sauvé? Le médecin qui l'aurait examiné en mars aurait tenté une dernière fois de le raisonner, 15 jours avant sa mort. Il lui aurait proposé une hospitalisation discrète, sous faux nom, pour faire des examens complets et entamer un traitement. Coluche aurait refusé. « Si je disparais maintenant, ils penseront que j'ai abandonné. Je ne peux pas abandonner, pas maintenant, pas si près du but. » Le docteur aurait demandé « Près de quel but ?» Coluche n'aurait pas répondu. Il aurait juste souri tristement et serait reparti sur sa moto.
C'était peut-être la dernière fois que quelqu'un tentait de le sauver. Aujourd'hui encore, ces questions demeurent. Aurait-on pu le forcer à se faire soigner? Aurait-on dû prévenir les autorités? Alerter la famille? Coluche avait-il déjà franchi un point de non-retour? Son corps le trahissait. Sa santé mentale vacillait. Et autour de lui, les ennemis se multipliaient. Était-il déjà condamné bien avant de monter sur sa moto, ce 19 juin? Son corps malade aurait-il de toute façon lâché dans les semaines suivantes? Ou justement, quelqu'un a-t-il précipité sa mort parce qu'il fallait l'éliminer avant qu'il ne s'écroule publiquement et ne parle dans un dernier sursaut de lucidité? Pourquoi aucun rapport médical complet n'a-t-il été publié après sa mort? Et surtout, qui avait intérêt à ce qu'on ne découvre jamais ce qui circulait vraiment dans les veines de Coluche durant ces derniers mois? Pendant près de 40 ans, il n'aurait rien dit. Selon une version jamais confirmée, un mécanicien aurait témoigné. Mais ce témoignage n'a jamais été vérifié. Qu'importe, l'histoire qu'il raconte soulève des questions terrifiantes. Un homme qui aurait été bien plus qu'un simple mécanicien, le gardien des motos de Coluche, celui qui les préparait, les entretenait, les réparait. Coluche lui aurait fait une confiance absolue. Il lui confiait ses machines comme d'autres confient leurs enfants. Et cet homme aurait pris ce rôle très au sérieux. Chaque vis serré au couple exact. Chaque niveau vérifié quotidiennement. Chaque pièce inspectée avec une minutie obsessionnelle. La moto de Coluche, c'était sacré. Personne ne devait y toucher. Mais le 15 juin 1986, 4 jours avant la mort de Coluche, quelque chose d'inhabituel se serait produit. Le mécanicien serait arrivé au garage vers 8 heures du matin comme tous les jours. La Triumph que Coluche devait utiliser pour son départ vers Cannes était garée à sa place habituelle. Mais en s'approchant, il aurait remarqué un détail qui l'a glacé. Un petit bout de chiffon rouge dépassait du capot moteur. Un chiffon qu'il n'avait jamais vu. Un chiffon qui n'avait rien à faire là. Il aurait ouvert le capot. Et là, il aurait compris. Quelqu'un avait touché à la moto pendant la nuit. Plusieurs boulons avaient été dévissés puis revissés. Mais pas correctement. Pas avec la précision d'une professionnelle. Plutôt avec la hâte de quelqu'un qui voulait dissimuler son passage. Il aurait inspecté chaque centimètre de la machine. Selon les partisans de la thèse du sabotage, le câble de frein aurait été sectionné, mais aucune expertise officielle n'a confirmé. Pas complètement, juste assez pour qu'il cède après quelques kilomètres de route. Le système de direction aurait été desserré. Là encore, suffisamment pour provoquer une perte de contrôle au premier virage un peu serré. Le mécanicien aurait immédiatement téléphoné à Coluche, mais personne n'aurait répondu. Il aurait laissé un message urgent. Ne prends surtout pas la Triumph. Quelqu'un a saboté la moto. Je répète, sabotage. Rappelle-moi d'urgence. Il aurait ensuite appelé la police. Mais quand les agents seraient arrivés, ils auraient pris sa déposition avec un scepticisme évident. Un officier aurait dit « Vous êtes sûr que ce n'est pas juste de l'usion normale ? Ou une erreur de votre part lors du dernier entretien ?» Le mécanicien se serait emporté. « Je fais ce métier depuis 30 ans. Je sais faire la différence entre l'usure et le sabotage. On veut tuer Coluche. » La police aurait quand même ouvert une enquête de routine. Ils auraient pris des photos, relevé les numéros de série, interrogé les voisins. Mais aucune suite n'aurait été donnée. Le dossier aurait été classé sans suite. Motif ? Absence de preuves matérielles d'intention criminelle. Le mécanicien était furieux. Il aurait passé les 2 jours suivants à essayer de joindre Coluche pour le prévenir personnellement. Mais le comique était injoignable. Occupé par ses rendez-vous, ses projets, ses angoisses. Il n'aurait jamais rappelé. Le 19 juin au matin, le mécanicien aurait reçu un appel d'un ami proche de Coluche. Le message était bref. « Michel va prendre la route aujourd'hui pour Cannes. Il prend quelle moto ?» Le sang du mécanicien se serait glacé. « Dites-lui de ne pas prendre la Triumph. Dites-lui que c'est vital. » L'ami aurait promis de transmettre. Mais selon certaines versions, Coluche n'a jamais reçu ce message. Ou alors il l'a reçu et ne l'a pas pris au sérieux. Ou pire encore, il l'a reçu mais a décidé de partir quand même. Comme s'il voulait en finir. Comme s'il avait renoncé à lutter. À 15h30, le mécanicien entend la nouvelle à la radio. Coluche est mort dans un accident de moto. La Triumph a percuté un camion sur une route de campagne. Il se fondre. Il sait que ce n'est pas un accident.
Il sait que quelqu'un a voulu tuer Coluche et que ce quelqu'un a réussi. Il rappelle immédiatement la police. Il exige que la moto soit expertisée. Il hurle au téléphone. « Vérifiez les freins, vérifiez la direction, vous verrez que j'avais raison. » Mais quand les enquêteurs examinent l'épave, leur rapport conclut à une défaillance mécanique due à un excès de vitesse. Pas de sabotage, pas de traces d'intervention extérieure. La moto était trop endommagée pour déterminer l'état exact des pièces avant l'impact. Le mécanicien obtient l'autorisation de voir l'épave quelques jours plus tard. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. Les pièces qu'il avait identifiées comme sabotées ont disparu. Le câble de frein a été remplacé par un neuf. Le système de direction a été complètement changé. Quelqu'un est passé avant lui. Quelqu'un a effacé les preuves. Il tente de porter plainte pour destruction de preuves et entrave à la justice. Mais son avocat le décourage. « Vous n'avez aucune preuve que ces pièces étaient défectueuses avant l'accident. Votre parole contre un rapport officiel. Vous n'avez aucune chance. » Le mécanicien abandonne. Non pas parce qu'il doute, mais parce qu'il a peur. Peur de finir comme Coluche. Peur que ceux qui ont tué le comique s'en prennent à lui. Il ferme son garage. Il déménage dans une autre région. Il change de métier. Il se tait. Pendant des décennies, il vivrait avec ce secret qui le ronge. Il voit les hommages à Coluche, les documentaires, les livres qui parlent tous d'un accident tragique. Et lui, il sait que c'est un mensonge. Il sait que Coluche a été assassiné. Mais il ne peut rien prouver. Les pièces ont disparu. Les témoins se sont tus. Le dossier est enterré. Selon cette version, il aurait même conservé un carnet où il notait tous les entretiens. À la date du 15 juin, il aurait écrit en lettres capitales « Sabotage confirmé, police prévenue, Coluche prévenu, danger imminent ». Puis en dessous, rajouté au stylo rouge après la mort « Ils l'ont tué, ils ont effacé les preuves. Personne ne me croit, mais je sais. » Si ce témoignage est vrai, une question demeure. Qui a saboté la moto de Coluche? Certains évoquent un proche, mais aucun nom n'a jamais été prouvé. Qui a fait disparaître les preuves? Pourquoi la police a-t-elle refusé d'enquêter sérieusement? Et surtout, combien de personnes ont été complices de ce silence organisé pour protéger les vrais coupables? Le mécanicien aurait conclu « Coluche savait qu'il allait mourir. Il me l'avait dit quelques jours avant. Il était passé au garage et il m'avait serré la main très fort. Il m'avait dit « Si quelque chose m'arrive, toi tu sauras que ce n'était pas un accident. Toi tu sauras. Et je compte sur toi pour le dire un jour. » Mais ce jour est-il vraiment arrivé? Ou cette histoire n'est-elle qu'une légende urbaine née du refus de croire à un simple accident? Selon une légende urbaine jamais confirmée, 3 jours avant sa mort, Coluche aurait dîné dans un restaurant italien de Montparnasse. Il était 22 heures passées, le 16 juin 1986, un endroit discret où il pouvait souffler loin des caméras et des admirateurs. Le patron le connaissait bien. Il lui réservait toujours la même table, au fond, près de la cuisine, à l'abri des regards. Ce soir-là, Coluche semblait ailleurs. Il picorait dans son assiette sans vraiment manger. Il buvait verre sur verre d'eau minérale. Il avait l'air tendu, nerveux, comme quelqu'un qui attend quelque chose de grave. Vers 22h30, la porte du restaurant se serait ouverte. Un homme serait entré. La cinquantaine, costume sombre, visage dur. Il n'aurait pas regardé la salle. Il se serait dirigé directement vers la table de Coluche. Sans un mot, il se serait assis en face de lui. Le comique n'aurait pas semblé surpris. Il aurait juste hoché la tête, comme s'il savait que cet homme viendrait. Le patron aurait voulu s'approcher pour prendre la commande du nouveau venu, mais Coluche lui aurait fait signe de rester à distance. L'homme aurait posé une enveloppe Kraft sur la table, épaisse, lourde. Coluche aurait ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des photos, des dizaines de photos. Le patron ne pouvait pas voir ce qu'elles représentaient, mais il aurait vu le visage de Coluche se décomposer. Le comique serait devenu blanc. Ses mains se seraient mises à trembler. Il aurait murmuré quelque chose d'inaudible. L'homme aurait répondu d'une voix calme, presque professionnelle. Pas de colère, pas de menaces criées, juste des mots posés, des mots qui tuent. La conversation aurait duré environ 15 minutes. Coluche aurait tenté de négocier.
On le voyait gesticuler, argumenter, supplier peut-être. Mais l'homme restait de marbre, impassible. À un moment, Coluche aurait sorti son portefeuille. Il aurait posé des billets sur la table. L'homme aurait souri, un sourire froid. Il aurait repoussé l'argent. Puis, il aurait sorti de sa poche intérieure une feuille pliée en 4. Il l'aurait dépliée lentement. C'était un document dactylographié. Il l'aurait tendu à Coluche. Le comique l'aurait lu. Et là, selon le patron qui observait de loin, Coluche se serait effondré. Littéralement. Ses épaules sont tombées. Sa tête s'est penchée en avant. Il a fermé les yeux, comme un homme qui venait de recevoir sa condamnation à mort. L'homme se serait levé. Il aurait remis les photos dans l'enveloppe. Il aurait récupéré le document. Il aurait posé sa main sur l'épaule de Coluche. Un geste presque paternel. Puis, il aurait murmuré quelque chose à son oreille. Le patron ne pouvait pas entendre, mais il aurait vu les lèvres bouger lentement, quelques mots, pas plus. Coluche n'aurait pas relevé la tête. L'homme serait reparti aussi silencieusement qu'il était venu. Pendant 5 longues minutes, Coluche serait resté immobile, prostré. Le patron se serait finalement approché. « Tout va bien, monsieur Colucci ?» Coluche aurait relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Il aurait demandé une bouteille de whisky. Le patron aurait hésité. « Mais vous ne buvez plus depuis des mois ?» Coluche aurait haussé le ton. « Je vous ai demandé du whisky. Apportez-moi du whisky. » Le patron aurait obéi. Coluche aurait bu la moitié de la bouteille en moins d'1 heure, seul, sans manger, sans parler. Vers minuit, il aurait demandé l'addition. Il aurait payé en liquide. Il aurait laissé un pourboire exorbitant. En sortant, il se serait arrêté à la porte. Il se serait retourné vers le patron. Il aurait dit « Merci pour tout. Merci pour ces années. » Le patron aurait souri. « Mais je vous reverrai demain, non ?» Coluche aurait secoué la tête lentement. « Non, je ne crois pas. Prenez soin de vous. » Il serait sorti dans la nuit. 3 jours plus tard, Coluche était mort. Mais ce récit n'a jamais été corroboré par des témoins identifiés. Aucun patron de restaurant n'a jamais confirmé publiquement cette scène. Pourtant, après la mort du comique, des rumeurs ont circulé sur une rencontre mystérieuse quelques jours avant l'accident. Des rumeurs qui parlaient d'enveloppes, de photos compromettantes, de documents. Mais la police n'a jamais enquêté sur ces allégations. Motif ? Aucun élément ne permet de relier cette rencontre hypothétique à l'accident mortel survenu 3 jours plus tard. Pourtant, certains en sont convaincus. Ce soir-là, Coluche aurait reçu son arrêt de mort. Les photos contenaient probablement des preuves compromettantes. Peut-être des images de ses proches, sa femme, ses enfants, prises à leur insu. Un message clair, on peut t'atteindre à travers ce que tu aimes. Le document était sûrement un ultimatum. Arrête le projet C ou on te détruit. Arrête ou tu meurs. Et Coluche savait qu'il ne pouvait pas arrêter. Il était allé trop loin. Il avait trop parlé. Il en savait trop. Même s'il renonçait maintenant, il restait une menace. Un témoin gênant. Quelqu'un qu'il fallait faire taire. Définitivement. Un détail troublant vient renforcer cette théorie. Le 17 juin, soit le lendemain de cette rencontre supposée, Coluche a appelé son avocat en urgence. Il voulait modifier son testament. Il voulait tout léguer immédiatement à ses enfants via une fondation inattaquable. Comme s'il pressentait qu'il n'aurait pas le temps de le faire plus tard. L'avocat lui a dit « Pourquoi cette urgence? Vous êtes jeune? Vous avez le temps ?» Coluche a répondu « Non, je n'ai plus le temps. Fais-le maintenant. » Le testament a été modifié le 18 juin. Le lendemain, Coluche était mort. Certains témoignages parlent aussi de 2 hommes en costume qui auraient rendu visite à plusieurs personnes après les funérailles. Ils se seraient présentés comme des avocats, chargés de recueillir tous les témoignages sur les derniers jours de Coluche pour le compte de la famille. Ils auraient posé des questions très précises sur d'éventuelles rencontres suspectes, sur des enveloppes, sur des documents. Et ils auraient conseillé à chaque personne interrogée d'oublier ce qu'elle avait vu, pour son bien, pour la mémoire de Coluche. Un conseil qui ressemblait fort à une menace volée. Aujourd'hui, ces questions demeurent. Coluche savait-il qu'il allait mourir? A-t-il reçu une sentence 3 jours avant? A-t-il passé ses derniers jours à mettre de l'ordre dans ses affaires, comme un condamné qui attend son exécution?
Était-ce vraiment un accident de moto ou un assassinat programmé? Qui a envoyé cet homme mystérieux? Que contenaient vraiment ces photos et ce document? Pourquoi Coluche n'a-t-il pas fui? Ne s'est-il pas caché? N'a-t-il pas demandé protection? Et surtout, combien de témoins ont été réduits au silence pour protéger les commanditaires de ce qui ressemble de plus en plus à un meurtre déguisé en accident? La vérité est-elle définitivement enterrée avec Coluche? Ou attend-elle simplement qu'un dernier témoin ose enfin briser 40 ans de silence? Pendant que les rumeurs circulaient sur cette mystérieuse rencontre au restaurant, un objet dormait dans une consigne de la gare de Lyon depuis 38 ans. Casier numéro 342, loué au nom d'un certain Jacques Martin, un pseudonyme, le 15 juin 1986, 4 jours avant la mort de Coluche. La clé n'a jamais été réclamée. Le loyer a été payé d'avance pour 50 ans en liquide. Une somme astronomique déposée par un homme que personne n'a jamais identifié. Selon les employés de l'époque, il portait des lunettes noires et une casquette enfoncée sur le crâne. Il a rempli le formulaire d'une écriture tremblante, a glissé l'argent dans une enveloppe Kraft et il est parti sans un mot. Le casier n'a jamais été ouvert depuis. Mais récemment, la SNCF a décidé de vider tous les casiers abandonnés de plus de 30 ans. Procédure administrative classique. Un agent a ouvert le 342 avec un passe-partout. À l'intérieur, une seule chose. Une cassette audio enfermée dans un étui plastique transparent. Sur l'étiquette, 3 mots griffonnés au stylo bille. Pour la vérité. Rien d'autre. Pas de nom, pas de date. Juste ces 3 mots qui sonnent comme un testament. L'agent a remis la cassette aux objets trouvés. Elle y est restée 6 mois sans que personne ne s'y intéresse. Puis, un journaliste spécialisé dans les cold cases a entendu parler de cette découverte par un ami employé à la gare. Il a demandé à écouter la bande. Ce qu'il a entendu l'a laissé sans voix. Sur cette cassette, la voix de Coluche, reconnaissable entre mille, mais pas le Coluche des plateaux télé, pas le provocateur gouailleur, non, un homme épuisé, au bord de la rupture, qui parle dans le vide, comme s'il enregistrait ses dernières volontés. La bande dure exactement 17 minutes et 43 secondes. Elle commence par un long silence. Puis la voix de Coluche s'élève, hésitante. Si quelqu'un écoute ça un jour, c'est que je suis mort. Et si je suis mort, c'est qu'ils ont gagné. Ils toussent. On entend le bruit d'un briquet, une cigarette qu'on allume. Il reprend. Je sais que je ne devrais pas faire ça. Mais il faut que quelqu'un sache. Il faut que la France sache ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils font à tous ceux qui veulent dire la vérité. Pendant 15 minutes, Coluche raconte. Il cite des noms de hommes politiques de premier plan, des industriels, des mafieux corses. Il décrit un système où larges salles financent les campagnes électorales, où les marchés publics sont truqués, où les médias sont contrôlés. Il parle de son film, Le Projet C, qui devait tout révéler. Il explique comment on l'a menacé, comment on a fait pression sur le producteur, comment on a saboté le financement. Il dit « Ils pensent qu'en tuant le projet, ils me font taire. Mais ils se trompent. Même si ce film ne voit jamais le jour, cette cassette dira tout. Cette cassette est ma revanche. » Puis vient le passage le plus glaçant. Coluche baisse la voix, comme s'il avait peur d'être entendu. « Hier soir, on m'a montré des photos de mes enfants, pris à la sortie de l'école. Le message était clair. Si je parle, ils s'en prendront à eux. On m'a donné 48 heures pour détruire tout ce que j'ai sur eux, tous les documents, toutes les preuves, tout. Sinon, il ne finit pas sa phrase. Silence. Puis, je ne sais pas quoi faire. Si je me tais, je trahis tout ce en quoi je crois. Si je parle, je condamne ma famille. Il y a un sanglot étouffé. Coluche pleure. La fin de la cassette est encore plus troublante. Coluche reprend son souffle. J'ai pris ma décision. Je vais cacher cette cassette quelque part où personne ne pensera à chercher. Et je vais continuer. Je vais faire ce film coûte que coûte, même si ça me tue. Parce que si je recule maintenant, j'aurai vécu pour rien. Et puis, sa voix devient presque inaudible. Et puis, de toute façon, je crois qu'il est trop tard. Je crois qu'ils ont déjà décidé. Que je me taise ou que je parle, ils ne peuvent plus me laisser en vie. Je sais trop. J'ai vu trop. Je suis un homme mort qui marche. La cassette s'arrête brutalement.
Pas de conclusion, pas de au revoir. Juste le clic du magnétophone qu'on éteint. Cette bande a été enregistrée le 14 juin 1986, 5 jours avant la mort de Coluche. Le lendemain, il louait le casier à la gare. Il cachait sa vérité dans un endroit anonyme, loin de chez lui, loin de ses proches. Un endroit où les tueurs ne penseraient jamais à chercher. Et pendant 38 ans, cette vérité a dormi dans le noir, attendant qu'on la découvre. Aujourd'hui, cette cassette existe. Elle a été authentifiée par des experts en analyse vocale. C'est bien la voix de Coluche. L'enregistrement date bien de juin 1986. Mais les noms qu'il cite posent problème. Certains sont morts depuis longtemps, d'autres sont encore vivants, puissants, protégés. Diffuser cette cassette, c'est prendre le risque d'un procès monstre. C'est accuser sans preuve matérielle à l'appui. Car Coluche parle, mais il ne montre rien. Il cite, mais il ne prouve rien. Sa parole contre le silence des puissants. Qui va croire un homme mort depuis 4 décennies? Qui va oser affronter ceux qui l'accusent? Cette cassette change-t-elle vraiment quelque chose? Ou n'est-elle que le cri désespéré d'un homme qui savait qu'il allait mourir et voulait laisser une trace? Et surtout, pourquoi cette cassette a-t-elle été cachée et non pas directement remise à un journaliste ou à la police? Coluche avait-il encore un dernier espoir de survivre? Dans les archives du ministère de l'Intérieur, un document classé confidentiel défense dort depuis des décennies. Selon certaines sources jamais confirmées officiellement, ce document porterait le titre « Opération Silence ». Date de création, mars 1986, 3 mois avant la mort de Coluche. Une note de service adressée aux plus hauts responsables de la sécurité intérieure. Objet, neutralisation d'une menace médiatique de grande ampleur. Le nom de Coluche n'apparaît nulle part dans le document. Mais tous les éléments concordent. L'humoriste engagé, le projet de film dérangeant, les connexions avec des réseaux d'investigation indépendants. Le document détaillerait un plan en 3 phases. Phase 1. Pression économique. Bloquer tous les financements du projet par des moyens officieux. Faire comprendre aux producteurs qu'il y va de leur intérêt de se retirer. Cette phase a manifestement fonctionné, puisque plusieurs producteurs ont lâché le projet C les uns après les autres. Phase 2. Pression psychologique. Surveillance rapprochée de la cible. Interception téléphonique. Infiltration de l'entourage. Menaces voilées sur la famille. Tout pour faire craquer nerveusement l'individu et le pousser à l'autocensure. Mais c'est la phase 3 qui glace le sang. Le document serait rédigé dans un langage bureaucratique froid et clinique. En cas d'échec des phases 1 et 2, envisagez une solution définitive de type accident contrôlé. Priorité à un scénario crédible, ne laissant aucune trace exploitable par les médias ou la justice. Délai d'exécution avant la période estivale pour limiter l'impact médiatique. Une feuille de route pour un assassinat d'État déguisé en fait divers. Qui a rédigé ce document? Qui l'a validé? À quel niveau de l'État cette décision a-t-elle été prise? Les rares personnes qui affirment avoir vu ce dossier parlent de signatures codées, de paraphes illisibles, de tampons sans mention de service. Une chaîne de responsabilité volontairement opaque pour qu'en cas de fuite, personne ne puisse être directement incriminé. La méthode classique des opérations noires. Tout le monde sait, personne n'a rien signé de son vrai nom. Selon un ancien membre des services de renseignement qui témoigne sous couvert d'anonymat, l'opération Silence n'était pas un cas isolé. Il affirme, dans les années 80, il existait une liste, on l'appelait la liste rouge. Elle recensait les personnalités publiques considérées comme dangereuses pour la stabilité de l'État. Des journalistes, des artistes, des intellectuels, tous ceux qui posaient trop de questions, qui creusaient trop profond, qui menaçaient de révéler des secrets inavouables. Coluche était sur cette liste. Pas au sommet, mais il y était. Et quand il a commencé à préparer ce film sur la corruption, son nom est remonté très vite. Trop vite. La procédure était toujours la même. D'abord, on essayait la manière douce. On proposait de l'argent, des avantages, des compensations. Si la cible refusait, on passait à l'intimidation. Chantage, menaces, pressions diverses. Et si rien ne fonctionnait, l'homme s'arrête. Il hésite.
Puis il reprend. Si rien ne fonctionnait, on passait à l'effacement. Accident de voiture, crise cardiaque provoquée, suicide arrangé. Les méthodes variaient selon le profil de la cible. Pour Coluche, ils ont choisi l'accident de moto. Il était connu pour rouler vite, pour prendre des risques. Personne ne poserait de questions. Mais comment transformer un accident en meurtre sans laisser de traces? L'ancien agent explique. Il suffit de créer les conditions. On ne tue pas directement. On provoque une situation où la mort devient inévitable ou hautement probable. Un sabotage mécanique discret, une fausse information sur un itinéraire, un camion positionné au bon endroit, au bon moment. Tout doit avoir l'air naturel. Et surtout, il ne faut aucun lien traçable entre l'exécutant et le commanditaire. C'est pour ça qu'on utilise des intermédiaires, des gens du milieu qui ne savent même pas pour qui ils travaillent vraiment. Le 19 juin 1986, Coluche prend la route pour Cannes. Selon la version officielle, il roule trop vite, perd le contrôle dans un virage et percute un camion. Mais selon certaines théories jamais prouvées, ce camion n'était peut-être pas là par hasard. Le chauffeur a toujours affirmé qu'il respectait sa trajectoire, que c'est la moto qui a surgi brutalement. Mais des témoins présents sur les lieux ce jour-là se souviennent d'un détail étrange. Le camion est reparti très vite après l'accident. Trop vite, sans attendre les secours, sans donner de détails complets aux gendarmes, comme s'il avait ordre de disparaître au plus vite. Une enquête approfondie aurait peut-être révélé des incohérences, mais il n'y a jamais eu d'enquête approfondie. Le dossier a été classé en quelques semaines. Accident de la circulation, excès de vitesse, faute de la victime, affaire close. La famille de Coluche n'est pas insistée. Trop de chagrin, trop de confusion, et peut-être aussi trop de peur. Car dans les jours qui ont suivi la mort, des hommes en costume sont venus voir la veuve. Ils se sont présentés comme des avocats du gouvernement, chargés de gérer les aspects administratifs du décès. Ils ont posé des questions sur les projets en cours de Coluche, sur le film qu'il préparait, sur les documents qu'il possédait. Et ils ont conseillé avec insistance de tout détruire, pour la tranquillité de la famille, pour ne pas salir la mémoire du défunt. Un conseil qui ressemblait à un ordre déguisé. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'opération Silence reste un fantôme. Aucune preuve tangible de son existence. Juste des témoignages fragmentaires, des rumeurs persistantes, des coïncidences troublantes. Mais si ce document existe vraiment, s'il dort quelque part dans un coffre-fort d'archives classées, alors la mort de Coluche n'est pas un accident. C'est un assassinat d'État, une exécution froide et méthodique d'un homme qui en savait trop et refusait de se taire. Un homme qui a payé de sa vie le prix de sa liberté de parole. Combien d'autres noms figuraient sur cette liste rouge? Combien d'autres morts suspectes des années 80 cachent en réalité des opérations similaires? Et surtout, qui étaient les commanditaires de cette opération Silence? Des politiques? Des services secrets? Des réseaux occultes protégeant leurs intérêts? La vérité est-elle encore accessible? Ou a-t-elle été définitivement enterrée avec ses victimes? Il y avait un endroit où personne ne venait chercher Coluche. Un endroit où il n'était plus le comique national, plus la star insolente, plus l'agitateur politique. Juste Michel. Un homme fatigué qui cherchait à respirer loin des projecteurs et des menaces. Cet endroit existait. Une petite maison de pêcheurs sur la côte bretonne, près de Ploumanac, louée sous un faux nom depuis 1983. Personne dans son entourage proche ne connaissait l'existence de cette planque, même pas sa femme, même pas ses meilleurs amis. C'était son jardin secret, son refuge ultime. La maison appartenait à une vieille femme, Madame Hélène, qui ne regardait jamais la télévision et ne lisait jamais les journaux. Elle louait sa petite bicoque à un monsieur tranquille qui venait 2 ou 3 fois par an, toujours seul, toujours discret. Il payait en liquide. Il ne faisait jamais de bruit. Il passait ses journées à marcher sur la plage ou à rester enfermé à écrire. Elle ne savait pas qu'elle hébergeait Coluche. Pour elle, c'était simplement Monsieur Michel, un type un peu mélancolique qui avait besoin de calme. Mais en 1986, Monsieur Michel est venu plus souvent. Beaucoup plus souvent. Entre janvier et juin,
Il a passé au moins 15 jours dans cette maison. À chaque fois, il arrivait épuisé, les traits tirés, le regard hanté. Madame Hélène s'inquiétait. « Vous n'avez pas bonne mine, monsieur Michel. Vous devriez voir un médecin. » Il souriait tristement. « C'est pas un médecin qu'il me faut, madame Hélène. C'est un exorciste. » Elle ne comprenait pas, mais n'insistait pas. Chacun ses secrets. Ce que madame Hélène ne savait pas, c'est que dans cette maison, Coluche écrivait. Il noircissait des carnets entiers, des notes, des réflexions, des témoignages. Tout ce qu'il savait sur le système de corruption qu'il voulait dénoncer. C'était là, dans le silence breton, qu'il préparait le projet C. Loin de Paris, loin des oreilles indiscrètes, loin des micros cachés. Il pensait être en sécurité. Il pensait que personne ne le trouverait jamais ici. Mais quelqu'un l'a trouvé. Début juin 1986, Coluche arrive à la maison comme d'habitude. Mais en poussant la porte, il sent immédiatement que quelque chose ne va pas. L'atmosphère est différente. Il fait le tour des pièces. Tout semble en ordre. Pourtant, des détails le troublent. Ses affaires ont été déplacées. À peine, quelques centimètres, mais assez pour qu'il le remarque. Quelqu'un est entré pendant son absence. Quelqu'un qui cherchait quelque chose. Il fouille la maison de fond en comble. Les carnets qu'il cachait sous le plancher de la chambre ont disparu. 6 mois de travail. 6 mois de notes, de noms, de preuves. Volatilisés. À leur place, un simple bout de papier glissé dans la cachette. Un message dactylographié. Nous savons où tu es. Nous savons ce que tu fais. Arrête pendant qu'il est encore temps. Pas de signature. Pas besoin. Le message est limpide. Coluche se fondre. Ce refuge, son dernier sanctuaire, a été violé. Ils l'ont retrouvé. Ils sont entrés chez lui. Ils ont pris son travail. Et surtout, ils lui font comprendre qu'il n'y a plus nulle part où se cacher. Il est traqué partout. Même ici, dans ce bout du monde perdu où personne n'était censé le connaître. Comment ont-ils fait? Qui l'a suivi? Qui a parlé? Il sort de la maison en titubant. Il marche jusqu'à la plage. Il reste là des heures, assis sur un rocher, à regarder l'océan. Madame Hélène le voit de loin. Elle trouve qu'il a l'air d'un homme brisé. Le soir, il frappe à sa porte. « Madame Hélène, je ne reviendrai plus. Je vous paie le loyer jusqu'à la fin de l'année, mais je ne reviendrai plus. » Elle est surprise. « Pourquoi? Vous n'êtes pas bien ici ?» Il secoue la tête. « C'est pas ça. C'est juste que c'est plus sûr. Pour vous comme pour moi. » Elle ne comprend pas, mais elle sent dans sa voix quelque chose de définitif. Il repart le lendemain matin. Il ne reviendra jamais. 2 semaines plus tard, il est mort. Madame Hélène l'apprend par hasard, en voyant des gens pleurer devant une affiche dans le village. Elle demande ce qui se passe. On lui répond « Coluche est mort ». Elle fronce les sourcils. Qui? On lui montre la photo du comique. Elle se fige. C'est Monsieur Michel, son locataire tranquille. C'était Coluche. Elle pleure pendant des jours. Pas parce qu'elle a perdu une star, mais parce qu'elle a perdu ce monsieur gentil qui lui parlait de la pluie et du beau temps en prenant le thé. Quelques semaines après la mort de Coluche, 2 hommes viennent sonner chez Madame Hélène. Ils se présentent comme des amis du défunt. Ils veulent savoir s'il a laissé des affaires dans la maison. Elle répond que non. Ils insistent. Des papiers? Des carnets? Des cassettes? Elle jure qu'il n'y a rien. Ils fouillent quand même la maison de fond en comble. Ils arrachent les planches du parquet. Ils vident les placards. Ils retournent le grenier. Ils ne trouvent rien. Parce qu'il n'y a plus rien. Ceux qui sont venus avant eux ont déjà tout pris. Mais avant de partir, l'un des hommes dit à Madame Hélène « Si jamais vous retrouvez quelque chose, n'importe quoi qui aurait appartenu à Monsieur Michel, vous nous appelez. Immédiatement. C'est compris ?» Il lui tend une carte de visite. Juste un numéro de téléphone. Pas de nom. Madame Hélène hoche la tête. Mais quand ils sont partis, elle jette la carte dans la cheminée et la regarde brûler. Elle sent que ces hommes sont dangereux. Elle ne veut plus jamais avoir affaire à eux. Des années plus tard, en vidant le grenier pour faire des travaux, Madame Hélène trouve une enveloppe coincée derrière une poutre. Une enveloppe Kraft cachetée. Elle l'ouvre. À l'intérieur, une seule photo. Coluche avec ses enfants. Au dos, une phrase écrite à la main. « Si je meurs,
Dites-leur que je les aimais plus que tout et que je me battais pour un monde où ils pourraient grandir libres. » Madame Hélène pleure en lisant ces mots. Elle garde la photo précieusement. Elle ne la montrera à personne. C'est son dernier secret partagé avec Monsieur Michel. Pourquoi Coluche a-t-il caché cette photo-là? Savait-il qu'il ne reviendrait jamais? Voulait-il laisser un message au cas où quelque chose lui arriverait? Et surtout, combien d'autres refuges secrets avait-il? Combien d'autres traces de sa double vie dorment encore quelque part, attendant d'être découvertes? Les années ont passé. La France a tourné la page. Coluche est devenu une légende, une icône. Le comique généreux qui nourrissait les pauvres. L'artiste libre qui défiait les puissants. Les Restos du Cœur continuent son œuvre. Des rues portent son nom. Des livres lui rendent hommage. Mais derrière la légende dorée se cache une vérité plus sombre que la France refuse encore de regarder en face. 40 ans après sa disparition, que reste-t-il vraiment de Coluche? Un mythe soigneusement entretenu ou un scandale enterré? Les zones d'ombre n'ont jamais été éclaircies. L'enquête officielle sur son accident a été bâclée en quelques semaines. Aucune expertise indépendante. Aucun réexamen des preuves. Le dossier est classé depuis des décennies et personne n'a le droit d'y accéder. Secret défense, confidentialité, protection de la vie privée. Tous les arguments juridiques possibles pour maintenir le silence. Mais aujourd'hui, certains osent enfin parler. Des témoins qui ont attendu que les puissants de l'époque soient morts ou trop vieux pour se défendre. Des documents qui surgissent des archives oubliées. Des cassettes qui réapparaissent comme des fantômes du passé. Petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place. Et le tableau qui émerge est celui d'un homme qui n'est pas mort dans un simple accident de moto, mais d'un homme qui a été éliminé parce qu'il en savait trop et refusait de se taire. Qu'est devenu Paul Lederman, le producteur qui tenait Coluche par un contrat léonin? Selon certaines sources, il serait décédé paisiblement en 2003 dans sa villa de Genève. Richissime, respecté, jamais inquiété, il a continué à toucher des royalties sur l'œuvre de Coluche pendant des années après sa mort. Il a fait fortune sur le dos du mort. Et il n'a jamais exprimé le moindre remords, jamais donné la moindre interview pour expliquer leur relation tumultueuse, jamais révélé ce qu'il savait vraiment sur les derniers jours de Coluche. Il est parti avec ses secrets, emportant dans la tombe la vérité sur ce contrat de servitude, et peut-être bien d'autres choses encore. Et Bertrand, l'ami d'enfance devenu traître, celui qui vendait les secrets de Coluche aux plus offrants, personne ne sait ce qu'il est devenu. Certains affirment l'avoir aperçu dans le sud de la France sous une autre identité. D'autres prétendent qu'il a été éliminé peu de temps après la mort de Coluche, témoin gênant qu'il fallait faire disparaître. Aucune trace administrative, aucune nécrologie, aucun témoignage confirmé. Bertrand s'est évaporé dans la nature, comme s'il n'avait jamais existé. Est-il encore vivant quelque part, rongé par la culpabilité, ou a-t-il payé le prix de sa trahison? Le silence qui entoure son destin est peut-être la preuve qu'il en savait beaucoup trop pour être laissé en vie. Quant aux commanditaires présumés de l'opération Silence, ils ont presque tous quitté ce monde. Les hommes politiques de l'époque sont morts ou séniles. Les patrons de la mafia corse ont disparu dans les règlements de compte ou la prison. Les chefs des services secrets ont pris leur retraite dorée et ne parlent jamais de leurs années de service. La génération qui aurait pu répondre de ces actes a emporté ses crimes dans la tombe. Et les héritiers de ce système protègent jalousement les archives qui pourraient révéler la vérité. Car avouer aujourd'hui que Coluche a été assassiné, ce serait admettre que l'État français a tué l'un de ses citoyens les plus aimés. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore qui révélerait peut-être des dizaines d'autres cas similaires. Alors, le silence persiste. Officiel, institutionnel, pesant. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour exiger la vérité. Des associations demandent la réouverture de l'enquête. Des journalistes creusent les zones d'ombre. Des documentaristes reconstituent les derniers jours de Coluche. La pression monte. Et peut-être qu'un jour, les archives s'ouvriront. Peut-être qu'un jour, un dernier témoin parlera. Peut-être qu'un jour, la France saura vraiment ce qui est arrivé à son comique préféré ce 19 juin 1986. En attendant, une question demeure.
Une question que chaque Français devrait se poser. Coluche est-il mort pour avoir voulu dire la vérité? A-t-il payé de sa vie le prix de sa liberté de parole? Et si c'est le cas, combien d'autres artistes, combien d'autres journalistes, combien d'autres citoyens ont été réduits au silence par peur de subir le même sort? Dans quelle démocratie vivons-nous si ceux qui osent dénoncer la corruption risquent leur vie? Le sacrifice de Coluche doit-il rester vain ou peut-il encore inspirer une génération à réclamer la transparence et la justice? Amis, nous aimerions connaître votre opinion sur Michel Colucci, dit Coluche. Pensez-vous qu'il a été victime d'un système qu'il voulait dénoncer ou simplement d'un tragique accident de la route? Croyez-vous que la vérité mérite encore d'être recherchée 40 ans après ou que certains secrets doivent rester enterrés? Écrivez-nous dans les commentaires ce que représente Coluche pour vous et si vous pensez qu'il serait fier de la France d'aujourd'hui. Votre témoignage compte. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous pensez que la mémoire de Coluche mérite mieux que le silence. Et abonnez-vous pour soutenir notre travail de recherche sur les vérités cachées de notre histoire récente. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que sa voix continue de résonner.